au moins un point où vous êtes d'accord tous les deux, c'est que les enveloppes sont contraintes. C'est clair. Alors, une question. Ce qu'a dit mon confrère, auquel j'adhère, auquel vous adorez, la chronicité des maladies fait qu'une grande partie des patients doivent être soignés en ambulatoire. Êtes-vous tous les deux pour la fongibilité des enveloppes entre l'hôpital public et la médecine ambulatoire, puisque aujourd'hui, il y a un cloisonnement étanche et qu'on a eu une expérience récente sur la permanence des soins en établissement, des réactions des syndicats hospitaliers de médecins et de la FHF. Si demain on veut, en enveloppe contrainte, faire mieux en ville, il faudra bien qu'il y ait des marges de manœuvre hospitalières qui soient transférées aux soins de ville. Êtes-vous pour ou contre la fongibilité des enveloppes? Moi, je vais vous répondre très clairement et en même temps pas complètement. Non, mais je vais vous dire, je pense que c'est la question. C'est la question. Alors, nous avons prévu de dégager un fonds. Alors, évidemment, en disant ça, l'actuel PLFSS a prévu un fonds d'intervention régionale qui est largement doté, je crois, de 3-4 millions d'euros. Je crois. Donc, si vous voulez, là, c'est un bras de levier considérable pour une activité économique qui en pèse 170 milliards. Vous imaginez que vous avez une capacité d'investissement monstrueuse avec ça. Vous allez... bon, voilà. Donc, notre objectif, nous, c'est de dégager... Alors, ça ne va pas faire que plaire non plus, mais c'est de dégager 0,2, 0,3, peut-être un peu plus, j'espère, peut-être même 0,5 points d'ONDAM pour alimenter un fonds de restructuration. Car nous pensons que c'est bien en ayant un fonds de restructuration. Mais en vous disant ça, je vous le dis en plus tout de suite, ça ne suffit pas. Bon. Et la fongibilité, c'est évidemment extraordinairement complexe parce que ça présuppose de donner à l'ARS la capacité de faire les choses. Parce que la fongibilité, on ne peut pas l'imaginer évidemment au plan national, c'est bien au plan régional. Bien. Et donc vous voyez que c'est un saut vers l'inconnu et vers un saut qualitatif qui est tout à fait considérable. Je pense qu'il est incontournable. Alors, est-ce qu'on le fera de façon globale? Est-ce qu'on le fera par pathologie? Prenons par exemple le problème des personnes âgées dépendantes. Mais si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de système de santé moderne dans notre pays. Donc, et il y aura une insatisfaction générale. Vous serez furieux, Bercy aussi, tout le monde sera furieux, les gens seront mal soignés, bref. Donc ça sera un échec total. Mais pour y arriver, il faut... C'est une révolution copernicienne, évidemment. On est habitué à payer en tuyaux d'orgue. Il faut transversaliser les politiques. Pour ça, il faut les régionaliser. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle. Qui est-ce qui va lâcher la bourse et en se disant on verra l'année prochaine si on a pris 10% ou pas. Vous imaginez. Et puis, quand on les aura, on pourra pas revenir en arrière. Enfin, voilà. Donc, il y a au plan conceptuel... vous ayant répondu en disant la première marche, ça sera ce fonds d'intervention, je vous dis tout de suite, c'est pas suffisant et en même temps, c'est une avancée considérable. Et la marche d'après, il faudra que nous réfléchissions ensemble, savoir comment on l'a fait. Juste un point d'une seconde, il y a quand même une ambiguïté. Quand on paye un acte, on paye quoi? Moi, je suis, entre guillemets, puissance publique, assurance maladie, etc. Je donne 23 € pour... qu'est-ce que j'ai en face? J'ai du temps d'un docteur, mais est-ce que j'ai un temps de secrétariat? Est-ce que j'ai de l'immobilier qui va avec? Attends, la réponse... Est-ce que c'est la même chose à Paris, à Nevers, en Corrèze? D'accord. Donc comment? Alors, est-ce que c'est un bon paiement si vous êtes un bon gestionnaire? Est-ce que je peux payer la même chose avec des endroits totalement différents, des coûts induits? Est-ce que je dois aligner le paiement sur le 7e arrondissement? Non mais attends, où l'immobilier représente 50 à 60%. Bon, mais voilà. Les spécialités cliniques... Attends, il y a un seul président, c'est moi, pour l'instant. Calme. Non, Jean-Marie, il y a une chose. Les spécialités cliniques, pourquoi les spécialités techniques, on s'est regroupés il y a 5, 20, 10, 15... Parce que c'était une obligation d'investissement et il y avait à l'époque un coût de la pratique qui était acceptable. Acceptable.
les spécialités cliniques, ils ont eu le tort, je leur ai dit une fois, de rester individualistes. Et maintenant, comme ils ne se sont pas restructurés il y a 20 ans, ils ont actuellement un coût de la pratique qui est ridicule. C'est pour ça que dans la Convention, on a mis l'informatisation des cabinets médicaux dans ce qu'on appelle le paiement à la performance, qui est un nouveau terme. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut vraiment... On est dans la restructuration de l'Ojabi, de la restructuration pour ces spécialités cliniques. Parce que là vraiment, on est d'accord. Bon, non, un mot sur la fongibilité. En fait, ce que nous avons fait, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, ce que nous avons fait depuis quelques années, c'est quoi? C'est aller vers ça, puisque nous créons un système où justement nous voulons créer de la transversalité de fonctionnement dans un premier temps entre les uns et les autres, ville, hôpital, etc. Donc l'étape suivante, mais je vous l'avais dit en début d'après-midi, l'étape suivante c'est quoi? C'est régionaliser la dépense. Et la régionalisation de la dépense sera une traduction, donnera des outils qui permettra, en dégageant les fameuses marges dont on a parlé tout à l'heure, de créer cette fongibilité. Donc oui, toute notre philosophie, elle est justement de créer cette transversalité, dans un premier temps sur le fonctionnement du système, dans un deuxième temps sur son financement. Mais en disant ça, avec Jean-Marie, en nous faisant souvent des débats, je ne veux pas, encore une fois, apparaître pour le fossoyeur de l'hôpital public, Jean-Marie. Hein. Philippe et Jean-Marie. Vous décrivez le caractère inflationniste du système tel que nous l'avons connu. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes en train de le faire évoluer par des tarifications nouvelles. On a parlé tout à l'heure, je sais que tu n'aimes pas le mot de paiement à la performance. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais... le concept c'est ça, au fond, parce que vous dites très bien le caractère inflationniste de l'acte répété, du côté de tous les côtés. Et d'ailleurs, il est intéressant d'observer que les systèmes hospitaliers dans leur financement hospitalier et les systèmes libéraux dans leur paiement à l'acte sont tous les deux en train d'évoluer vers des systèmes mixtes. Donc on voit bien que tous les systèmes extrêmes étaient des systèmes caricaturaux. Donc oui, la réponse, elle est, c'est ce qui est en train de se passer, la vague de fond, elle est là. Si la convention a été signée par la CSMF et MG France, c'est que manifestement, il y avait une conjonction de vues. Hein. On a chacun notre politique, on a chacun notre identité, on n'a pas perdu notre âme, ni les uns ni les autres, mais on a compris qu'il fallait évoluer, qu'on n'est pas... Tu l'as dit, on n'est pas pour le salariat, parce qu'on sait très bien que ça ne marchera pas, hein, mais qu'il y ait le concept, justement, de contrat de santé sur des objectifs santé publique est plus intelligent que paiement à la performance, qui est un mauvais anglicisme, qui voudrait que ceux qui ne sont pas dans le contrat ne sont pas performants. C'est pour ça que j'aime pas cette traduction comme d'autres. Mais on a fait des efforts. Mais malheureusement, la difficulté que l'on a, on a porté 2 conventions, hein, l'un derrière l'autre. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a quand même une crise économique et que quand on discute avec Frédéric Van Rockeghem, comme je disais hier soir, c'est un négociateur dur, mais loyal. Il a un seul défaut, il est pauvre. Hein, et ça gêne un petit peu la conclusion de l'esprit novateur. Oui, c'est bien dans le cadre de la négociation et de l'évolution d'un nouveau modèle, parce que je pense que les pouvoirs publics, vous voyez, en tout cas moi, je suis convaincu de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une dévalorisation de l'acte médical. Je veux dire, on est arrivé, c'est pour ça que ce système est complètement à bout de course, quand on voit les tarifs médicaux et ce à quoi ils sont censés correspondre, c'est-à-dire un acte qui prend quand même un certain temps de quelqu'un qui a une formation de bac plus 6, 10, 12, etc. C'est pas raisonnable. Et en même temps, les niveaux de revenus des médecins ne sont pas scandaleusement bas, même s'ils ne sont pas, en France, les plus hauts par rapport à ce qui se passe en Europe. J'en parlais des États-Unis. Bien, mais en tout état de cause, on voit bien que, j'allais dire, sans doute les pouvoirs publics, mais peut-être aussi le corps médical, dans toutes ses composantes, ont joué cette carte de l'inflation. Si on doit passer, moi je vous réponds très, très directement, si on doit passer vers une revalorisation de l'acte, ce que je crois nécessaire pour élever tout le monde vers le haut, alors il faut accepter aussi un contrôle plus important des actes qui sont faits. Je veux dire, non mais, vous voyez bien, on va pas signer la convention, un avenant cet après-midi, mais je veux dire, politiquement, financièrement, économiquement,
ça veut dire qu'il y aura forcément du donnant-donnant. Mais on est tous gagnants pour aller dans cette direction-là.